pour revenir sur les CRM, en cas de déclaration de TVA absente, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de délivrance de CRM. Par contre, est-ce qu'il y a obligation de radier l'adhérent s'il ne nous fournit pas les déclarations de TVA? Oui, moi je pense que c'est aussi par rapport à votre responsabilité. Oui. C'est-à-dire que la première année, vous allez avoir un adhérent qui ne va pas vous déposer les déclarations. Ça veut dire qu'il ne respecte pas les règles auxquelles il est soumis par rapport à l'adhésion. À partir du moment où la deuxième année, ça recommence, oui, franchement, la question, je dirais, se pose presque même pas. Il ne respecte pas ses obligations et il vous met en plus dans une situation qui ne permet pas de respecter les vôtres. Cet adhérent doit être exclu. À mon avis, il s'exclut lui-même en n'ayant pas le délai de prescription. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. C'est pas l'adhésion. Voilà, l'adhésion à un organisme agréé, c'est pas uniquement le délai de la réduction du délai de reprise et la non-majoration, même si c'est très important, et ça, on ne le niera pas. Mais normalement, vous ne pouvez pas estimer qu'il n'y a que ça, surtout vous, en tant que centre. Hein. Donc, qu'est-ce que pour vous, les éléments essentiels, ce sont donc les déclarations de TVA, les liasses fiscales, et c'est tout pour garder l'adhérent. Ça peut être autre chose. Vous pouvez aussi avoir des cas, par exemple, décalage de TVA, que vous demandez qu'il soit régularisé, qui n'est pas régularisé, ou d'anomalies flagrantes sur le bilan pour lesquelles vous demandez de régulariser, qui n'est pas régularisé. Et à ce moment-là, il vous appartient, si vous n'avez pas les déclarations de TVA, surtout la première année, on a laissé passer l'éponge, mais la deuxième année, si ce n'est pas le cas, il faut le traduire. Vous avez une commission d'exclusion statutairement prévue. Vous le traduisez devant la commission, comme pour les cas soumis par l'administration en cas de fraude fiscale constatée, ou comme pour les adhérents qui ne payent pas ou qui n'envoient pas leurs documents. Mais si vous avez un compte-rendu négatif, où vous n'êtes pas d'accord et s'il ne s'améliore pas, vous ne pouvez pas le garder. C'est comme quand vous êtes expert comptable, que vous avez un adhérent qui décale de la TVA, vous ne pouvez pas rester, vous ne pouvez que vous barrer, sinon vous devenez complice. Oui, donc c'est au titre des ECV, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Ok, merci. Une autre question, madame? Oui. Vous aviez... moi, j'aurais une question sur les adhérences en conseil. Au mois de juin, j'avais posé la même question et je la renouvelle. On assiste à une arrivée d'adhérences en conseil, donc sans experts comptables pour être clair, qui sont matériellement couverts par des gens illégaux. J'avais posé la question, vous étiez en pleine réflexion pour émettre un processus au niveau de la DGFiP concernant ce point-là. Où en êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse au niveau du centre pour faire avancer la machine? Alors, on a saisi suite à votre demande, parce qu'on n'est pas resté inactif quand même, on a saisi notre division des affaires juridiques pour savoir si vous aviez la possibilité d'être levé du secret professionnel. Le problème, c'est qu'en l'état des textes, vous n'êtes pas levé du secret professionnel. Donc, vous ne pouvez rien faire. Et on n'en est pas, enfin, on en est vraiment désolé, parce que nous-mêmes, effectivement, on serait intéressés par ce genre d'informations, d'où le fait qu'on ait demandé. Donc il faudrait modifier les textes. Et pour tout vous dire, à l'heure actuelle, on essaie déjà de modifier les textes du secret professionnel sur un autre sujet par rapport à nos propres directeurs. Et les collectifs budgétaires sont tellement pleins qu'on n'arrive pas à faire passer nos textes de levée de secret professionnel. Donc, vous voyez où on en est. Et je suis vraiment là, je suis très. Mais on a pris en considération ce que vous nous aviez dit et on a la réponse à la saisine, suite à votre demande. Je sais pas et de faire remonter l'information à la tutelle, donc aux représentants de l'administration fiscale et CGA, c'est pas possible. Non, vous êtes liés par le secret professionnel, même vis-à-vis de nous. La seule possibilité que vous avez et que vous devez, c'est de prévoir dans le règlement intérieur tous les documents qu'ils doivent vous fournir, tels que par exemple un grand livre complet, et ensuite de leur faire un marquage à la culotte, comme au rugby. Et puis leur faire comprendre où est leur intérêt. Mais ça, c'est encore notre sujet. La qualité des travaux que fournissent ces gens-là sont proches de zéro. Donc, s'ils sont proches de zéro, après vous les mettez en commission d'exclusion. Mais ça, c'est le processus. Mais je comprends très bien votre difficulté. Hein, et puis, quand vous en aviez parlé, parce que je suppose que ça faisait suite à cette question-là qu'on avait saisi la DAJ, je pense que nous-mêmes, ça nous a un petit peu choqués parce qu'effectivement, ce n'est pas normal et c'est nécessaire d'assainir la profession. Le problème, c'est que en fait, c'est vous qui deviendriez responsable à dénoncer quelqu'un qui n'exerce pas ce qu'il devrait exercer, qui est dans l'illégalité. Et c'est vous qui déclaration de soupçon, comme dans notre domaine.
c'est encore autre chose. Après, l'administration a toutes les capacités, on le voit dans le cadre de l'exercice illégal, de mener une enquête. Et souvent, en plus, on voit sur les déclarations 2031, en bas, le conseil qui est déclaré. Donc l'administration pourrait même mener l'enquête à part de ça. Je suis d'accord avec vous, on a toute liberté, mais encore faut-il avoir le point de départ. Et là, le point de départ, c'était vous, c'était votre levée du secret professionnel, et c'est là où on ne peut pas. Que vous arriviez à convaincre à la limite votre adhérent qu'il dénonce, mais il ne le fera pas. Donc en fait, si vous voulez, on tourne un peu en rond. Mais on ne désespère pas. Hein. Mais pour l'instant, c'est pas... Il faut une modification législative. Une question, peut-être une dernière question. Juste un prolongement sur ce qui vient d'être dit. Il me semble qu'en s'en tenant à la qualité des documents fournis par l'adhérent, qu'ils viennent d'où qu'ils viennent, si on fait notre travail, dès lors qu'on n'a pas effectivement un expert comptable en titre qui valide effectivement ces éléments-là, on fait donc un travail comme si l'adhérent était sans expert. Et si tout va bien, tout va bien. Et si ça ne va pas, eh ben, ça suivra son cours. Et puis voilà. Moi, mon observation, c'était juste par rapport à la formation continue, j'y reviens juste rapidement, c'était pour dire que la cellule de formation continue, qui se fait au niveau des préfectures de région, détermine la nature des actions de formation. Donc je crois que nous n'avons même pas à demander à l'administration locale son avis sur le fait de dire ce stage est labellisé ou pas labellisé. À mon avis, ma collègue est adorable, c'est une amie, mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, la labellisation au cas par cas, ça me paraît ne pas convenir du tout. D'accord ? Je crois que c'est la nature, encore une fois. Les textes sont très précis sur l'acquisition, perfectionnement des connaissances. Et dès lors qu'on est dans ce cadre-là, dès lors qu'on n'est pas dans le cadre du développement personnel et des actions un peu fun, je crois qu'on n'a pas à s'interroger à chaque fois. Je veux dire que, voilà. Non, mais alors là, je dirais que c'est une appréciation. Si madame veut qu'il y ait une sécurisation de sa formation, je pense que là, elle est tout à fait habilitée à le faire. Mais c'est une question qu'on va creuser, la formation, parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, c'est une question qui remonte assez régulièrement, même par le biais de nos auditeurs. Et je pense que si ça remonte par nos auditeurs, c'est parce qu'ils ont des contacts avec vous et que ça remonte par votre intermédiaire. Donc effectivement, c'est un sujet qu'on va pousser. Et il était déjà à l'ordre du jour la semaine prochaine avec nos auditeurs, mais je pense qu'il faut qu'on pousse un peu plus loin notre réflexion. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Le timing est un peu serré, donc s'il n'y a pas d'autres interventions dans la salle, nous allons peut-être pouvoir conclure cette table ronde. Et je voudrais livrer à votre réflexion, en termes de conclusion, 2 ou 3 éléments qui ne concernent peut-être pas directement la DGFiP, mais qui peut éventuellement l'intéresser, au moins à titre de curiosité intellectuelle. Je voulais évoquer devant vous les difficultés de nos centres. Nous sommes tous dans la même situation, dans une phase de perte d'adhérents. Et les sujets ont été évoqués ce matin et certains centres commencent à éprouver quelques difficultés financières. C'est un problème majeur, c'est un problème de fond. Alors, la fédération s'en empare de cette difficulté et va, au cours de l'année qui vient, faire un certain nombre de propositions concrètes. J'insiste, mais Mme Sarrey l'a bien expliqué tout à l'heure, un des premiers points qui peut soulever difficulté, c'est sur l'égalité de traitement de tous les centres au niveau des audits et des autorisations. Je crois que c'est un point fondamental parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des centres qui font du dumping à la cotisation, essayant d'attirer vers eux, eh bien, ma foi, quelques adhérents qui sont les bienvenus pour équilibrer un compte de résultat. Et ça, on ne peut difficilement pas l'accepter, on ne peut pas l'accepter, surtout si ça repose sur des disparités de traitement avec des centres qui, parfois, respectent toutes les règles de fonctionnement et d'autres qui pourraient éventuellement s'en dispenser. Donc là, nous sommes très, très sensibles à ça. Ça a été évoqué ce matin par la présidente, mais je confirme qu'une commission donc, sera, tout au moins, je ne sais pas sous quelle forme ça se fera, mais une réflexion avec des propositions concrètes aboutiront sur la mise en œuvre de synergies au niveau des centres. Les gros, peut-être, pouvant aider les petits. Je crois qu'il faut peut-être pas il faut garder le maillage que nous avons sur le territoire. Un centre de gestion, c'est quelque chose qui doit rester de proximité. En tout cas, c'est notre intime conviction. Mais on sait très bien qu'à partir en dessous d'un certain seuil, eh bien, si on respecte toutes les obligations qui nous sont faites, économiquement, ça devient presque impossible. Donc voilà, nous sommes sensibles à ce sujet.
Donc pour cela, nous apercevons bien que jusqu'à présent, nous avons compté beaucoup sur le législateur. De toute façon, on n'avait pas besoin de compter sur le législateur pour nous faire vivre, puisque notre existence même, elle émane du législateur. Et on voit qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu différent, et que pour exister, je pense, nous, centres de gestion, nous allons être obligés de démontrer tout l'intérêt que nous représentons au niveau de l'économie nationale. Je pense que c'est un changement un petit peu d'attitude qu'il va falloir adopter. Et c'est vrai que l'aspect fiscalité qui nous a beaucoup occupé ce matin est un volet essentiel, parce qu'on sait très bien que la majorité de nos adhérents viennent dans nos centres pour des raisons fiscales. Mais je crois que nous avons tout intérêt à démontrer que bien, la fiscalité est une chose, mais nous remplissons un rôle très important également en matière de prévention des difficultés économiques des entreprises. Et nous agissons à la Fédération de ce sens-là. Nous avons participé pour la première fois aux Journées nationales de la prévention, où nous avons été reconnus comme des interlocuteurs au niveau national important, puisqu'il faut quand même bien se rappeler ce que nous représentons. Je parle des OGA dans leur globalité. C'est 1 million d'entreprises en France qui bénéficient chaque année d'un diagnostic de prévention. Et nous sommes tous d'accord pour dire que ce diagnostic de prévention, au jour d'aujourd'hui, il est très mal utilisé, très mal exploité, et que finalement, il ne bénéficie pas forcément à nos adhérents qui sont le cœur même de notre existence. Donc là, je pense que nous avons une réflexion importante à mener. C'est pour ça que je l'ai dit ce matin à l'Assemblée, je ne suis pas sûr que d'avoir rallongé le délai de production de 7 à 9 mois des dossiers de gestion soit une bonne mesure. Parce que la prévention, c'est agir en amont. Alors on sait pour quelles raisons ça a été demandé et donc accepté. C'est parce qu'on veut faire appel aux statistiques de l'année et forcément, il y a un délai de latence, mais je crois qu'on peut s'affranchir de cette obligation-là et gagner en réactivité. Et nous proposerons des solutions justement pour permettre d'être plus réactifs dans la production de ces documents. Et avant-dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est celui des auto-entrepreneurs. La Fédération s'est penchée sur le sujet des auto-entrepreneurs et nous avons une avancée assez significative dont je voulais vous faire part ici. Nous avons rencontré très récemment 2 fédérations d'auto-entrepreneurs, la plus importante, l'Union des auto-entrepreneurs, plus importante en nombre, hein, et puis la deuxième, la Fédération des auto-entrepreneurs. Nous avons beaucoup échangé et nous avons conclu la chose suivante. La Fédération des centres de gestion agréés, la FCGA, va mener une concertation aboutissant à une proposition de texte de loi concernant l'obligation qui serait faite aux auto-entrepreneurs de procéder à un diagnostic annuel ou bisannuel de leur activité. 2 raisons à cela, 2 motifs à cela. Le premier, c'est de valider, si vous voulez, la moralité fiscale, entre guillemets, des auto-entrepreneurs. Et la deuxième volonté, c'est de faire en sorte qu'il y ait un conseil approprié pour que ces auto-entrepreneurs choisissent le statut le mieux adapté, qui n'est pas forcément celui qu'ils ont choisi. Cette action sera menée en concertation avec le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, de qui nous avons obtenu l'accord. Donc il va y avoir vraiment un travail assez important. 1 million d'auto-entrepreneurs, des diagnostics à établir par les OGA. Je pense que c'est une source très importante pour la valorisation de notre rôle au niveau de l'économie. C'est une source de chiffre d'affaires, ne nous voilons pas la face, mais c'est aussi quelque chose qui est positif puisque ça va dans le bon sens pour tout le monde. Donc on mise beaucoup sur l'aboutissement de ces travaux. Et je terminerai, c'est un petit peu décousu, mais un point qui me paraît important également pour vous rappeler une avancée qui a été faite au niveau de la prévention sur l'assurance santé des entreprises. Les confrères doivent savoir de quoi je parle, mais c'est un point très très important. Cette assurance santé, c'est la possibilité pour un adhérent, mais pour une entreprise pour être plus précis, de bénéficier pour une cotisation qui au jour d'aujourd'hui est de 120 € annuels, de la possibilité de devoir bénéficier l'entreprise d'un remboursement à hauteur de 6 000 € d'honoraires d'experts comptables, d'avocats et de mandataires en cas de difficultés économiques. Je pense que là, il y a une véritable réflexion, et nous, centres de gestion, devons réfléchir à cela, parce que ça fait partie de la prévention. 120 €, ce n'est pas énorme par an. Obtenir 6 000 € de remboursement d'honoraires lorsqu'on est en difficulté, ça peut être un moyen, effectivement, de sauver un certain nombre d'entreprises. On va beaucoup plus loin, puisque les centres, les CIP,
propose même de réfléchir à une mutualisation des coûts qui pourrait faire tomber cette assurance à quelque chose aux alentours de 10 € par an, voire même moins. Donc là aussi, en tant que fédération, nous nous emparons du problème, nous allons y réfléchir, voir quelles propositions on pourra faire pour apporter un plus, si vous voulez, à nos adhérents, un plus utile. Mais encore une fois, il faut que l'on se sorte de la fiscalité pure, il faut avoir un œil et un regard, je pense, beaucoup plus large. La vraie question, c'est quelle est l'efficacité des centres de gestion au niveau de notre économie. Démontrons ce dont nous sommes capables, de quelle manière nous sommes utiles, et je pense que derrière, le législateur eh bien, nous ouvrira grand les bras. Voilà, c'est une conviction du conseil d'administration que je voulais vous livrer en conclusion de cette table ronde. Merci. Je dois laisser la parole maintenant, ça c'est clair. Normalement pour la clôture, mais je ne vois personne à l'horizon. Donc, je suppose qu'on va aller... Ils sont en bas ? Ça se passe en bas. Ça se passe en bas. Alors écoutez, si tout se passe en bas, bien, je vous souhaite une bonne descente et puis une bonne fin de journée. Merci. Votre collaboratrice qui était là. Qu'est-ce que je peux faire? Non, qu'est-ce que je peux faire? Je fais les deux. Non, mais c'est pour ça. Bon, moi je ne veux pas bouger. Non, mais je veux pas que ça redescende sur le niveau, l'embêter sur le fait, simplement... C'est parce qu'on est simplement étonné. Non, non, on peut tout à fait lui demander la semaine prochaine de lui faire part de votre intervention. Entre nous? Oui, mais en tout cas, je ne sais pas qui... Non, ça sera cool. De la même façon, je vous remercie. Bonne journée. Non.